Tout d'abord, rappelons donc les grands principes de l'habilitation de service public. Premier niveau de qualification. En finalité, c'est permettre aux personnes les moins qualifiées et rencontrant des difficultés d'apprentissage et ou d'insertion d'accéder à un emploi de manière pérenne. Donc, c'est les objectifs et la définition de la loi de 2014 qui a introduit en droit français la notion d'habilitation de service public pour passer entre guillemets commande pour les institutions publiques de formation à des opérateurs. Donc, dans cette finalité, on a certaines notions que l'on retrouvera plus tard dans la présentation, mais l'habilitation de service public vise les personnes les moins qualifiées. Quand on dit les moins qualifiées, on y reviendra, ce sont les personnes qui n'ont aucune certification reconnue entre les mains, et ça, c'est ce que l'on retrouve effectivement chez les personnes les moins qualifiées, qui souvent ont des difficultés d'apprentissage, et difficultés d'apprentissage qui peuvent aussi souvent se cumuler avec des difficultés d'insertion, c'est-à-dire problématiques d'ordre matériel et social. L'idée également, c'est que on vise une certification, mais c'est une certification qui doit être monnayable et utilisable sur le marché de l'emploi, donc permettre aux personnes, lorsqu'elles ont une certification entre les mains, d'accéder à l'emploi, puisque l'idée, bien sûr, c'est qu'elles puissent travailler et avoir un revenu, et ce, de manière pérenne. C'est éviter la précarité également dans l'emploi, et avec ce que l'on est, grâce, on l'espère, à la certification qui a pu être obtenue par les personnes. Au-delà de la finalité, bien sûr, il y a des objectifs. Les principaux objectifs de l'HSP sont donc, comme je l'ai dit à l'instant, d'obtenir un premier niveau de qualification, donc qui est sanctionné par une certification inscrite au RNCP. Bien évidemment, l'idée, c'est d'avoir une certification reconnue, pas un papier maison, mais une vraie certification. Alors, ça peut être aussi bien un diplôme de l'éducation nationale, de l'agriculture, un titre professionnel ou une certification qui a été déposée par une fédération ou un opérateur, mais qui est bien reconnue par le RNCP. Les niveaux visés sont les niveaux 3, voire 4. Alors, niveau 3, bien entendu, au niveau de la nomenclature européenne, c'est-à-dire un niveau CAP. Pourquoi à une écrasante majorité du niveau 3? Mais comme nous l'avons indiqué, c'est d'accéder à une première qualification, une première certification. Et bien évidemment, souvent, la première marche, c'est un niveau 3, un niveau CAP. Par contre, la porte n'a pas été fermée pour les certifications de niveau 4, tout simplement parce que on sait que l'accès dans certains métiers à certains postes ne se fait pas en dessous de ce niveau. Ça peut être le cas notamment dans le domaine du commerce, mais pas exclusivement, mais dans les différentes familles professionnelles que l'on va retrouver sur l'habilitation de service public, on va avoir parfois des métiers qui ne sont accessibles qu'avec un niveau 4. Alors, le pari qui est fait par l'HSP, c'est que comme, là aussi on reviendra sur cet aspect, il est possible de faire des parcours longs qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Donc, on se dit que, on le sait par expérience, que ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas de qualification professionnelle qu'elle n'est pas en capacité de franchir le pas et de passer non pas par un niveau 5 tout d'abord et ensuite un niveau 4, mais d'aller directement sur un niveau 4. Tout simplement parce qu'encore une fois, on peut prendre le temps de le faire sur l'habilitation de service public et que dans les personnes dites non qualifiées, ce n'est pas parce qu'on est non qualifié que l'on n'est pas en capacité d'atteindre ce niveau 4, tout simplement parce que l'on a un vécu professionnel, on a un potentiel qui aussi peuvent tout à fait l'autoriser, le permettre. Alors, je reviens aussi sur un point dont on a parlé pour la finalité, la certification qui est visée, bien sûr, là aussi doit être en lien avec l'emploi. L'idée, c'est autant que faire se peut, c'est ce que nous avons essayé de déterminer, c'est d'avoir des certifications pour des métiers qui permettent d'accéder à l'emploi et de manière durable. Un des principaux objectifs aussi de l'HSP est très important, c'est d'accéder à la formation sans sélection. Alors c'est très important, ça veut dire que lorsqu'une personne est prescrite, c'est la première personne prescrite qui entre
donc sur la formation, et elle n'est pas, entre guillemets, mise en concurrence avec un groupe de personnes qui auraient été reçues en information collective, ensuite à qui on fait passer des tests, et puis après, une fois qu'on a fait passer les tests aux personnes, on retient que celles qui ont, entre guillemets, les meilleurs résultats. Non, on est vraiment dans la logique de prendre la personne, si je puis m'exprimer ainsi, telle qu'elle est. Alors, je fais une petite parenthèse, hein, j'ai dit à l'instant que au niveau de l'habitation de service public, nous étions sur des familles professionnelles. Alors, ces familles professionnelles, je vais vous les indiquer, c'est l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics, l'industrie, le transport et la logistique, le commerce, l'hôtellerie-restauration et les services. Alors, derrière les services, ce que l'on entend par service, pour nous, c'est tout ce qui est lié à l'hygiène et la propreté, la sécurité et l'aide à la personne. Et donc, comme on peut le constater, il y a des familles professionnelles que l'on ne retrouve pas forcément, comme le tertiaire administratif. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on se retrouverait sur certaines familles professionnelles et certains métiers avec des niveaux qui ne peuvent pas être les niveaux visés par l'habitation de service public. J'ai cité le tertiaire administratif. C'est vrai qu'on a certains métiers, certaines certifications comme des gestionnaires de paye, qui sont à des niveaux Bac plus 2, des niveaux 5, nouvelle nomenclature européenne. Donc là, ce n'était pas possible. Là, on va dire que la barre était un petit peu trop par rapport à l'habilitation de service public si on veut être sur des entrées sans sélection. De la même façon, ça n'empêche pas qu'on puisse aussi avoir des certifications, tout simplement de niveau 3, donc de niveau CAP, qui ne sont pas non plus dans l'habilitation de service public, tout simplement parce que il n'est pas possible de manière raisonnable d'entrer sur ces formations sans sélection. Bon, on pourrait citer par exemple certains métiers d'art où effectivement il y a quand même des prérequis techniques hein, et des aptitudes artistiques par exemple qui font qu'il ne suffit pas de vouloir faire, il y a quand même un minimum de prérequis, on va dire techniques à avoir. Donc, mais il faut surtout garder quand même à l'esprit que c'est un accès donc sans sélection pour tous les métiers et les familles professionnelles sur lesquelles donc est positionnée l'habitation de service public. Un des objectifs importants aussi de l'habitation de service public, c'est de bénéficier d'un parcours sans couture, complet et intégré, qui prend en compte la personne dans sa globalité. Alors, cela veut dire que on est vraiment, quand on entre sur l'habitation de service public, on a une offre, entre guillemets, de service qui fait qu'on prend en compte toutes les dimensions toutes les dimensions du parcours de formation d'une personne, donc pour aller jusqu'à une certification. Cela veut dire qu'en fait, on ne saucissonne pas, comme ça peut exister, hein, quand on articule certains dispositifs entre eux, une partie savoir de base, une partie préqualification, ensuite une partie qualification. Et pourquoi on parle de sans couture, c'est tout simplement parce qu'on sait qu'on a des dispositifs hein, où on a ces systèmes qui sont en quelque sorte, qui se déroulent de manière chronologique et linéaire, et avec parfois le risque qu'il peut y avoir un temps d'attente, il peut parfois y avoir des ratés pour passer d'une étape à une autre, des savoirs de base à l'après-qualif, de la qualif à la qualif. Et sans parler que parfois on se rend compte que ces trois aspects ne sont pas forcément non plus que linéaires. Ils doivent être traités de manière concomitante. Donc, ce qui veut dire que la particularité de l'habitation de service public, c'est qu'on n'a pas, entre guillemets, ce découpage artificiel et avec les risques aussi parfois de cassures qui pourraient se dérouler dans le parcours. La personne est sûre de pouvoir dérouler son parcours de A jusqu'à Z en ayant tous ces aspects-là pris en compte. Un des objectifs aussi de l'HSP, c'est d'assurer au maximum les conditions de réussite du parcours pour éviter vraiment tout abandon, avoir un taux d'abandon le plus bas possible, et tout simplement parce que la personne, il y a des aspects dans le déroulement de son parcours qui vont, qui vont le grever, qui vont l'obérer. Ça peut être c'est souvent lié à des conditions matérielles, pas que, mais bon, c'est vrai que souvent les conditions matérielles sont importantes et peuvent faire en sorte que la personne va abandonner, hein, parce elle ne peut pas se consacrer de manière sereine à sa formation. Alors ça peut être bien sûr des questions de rémunération, des questions d'hébergement, de restauration et également d'accompagnement, un accompagnement renforcé pour que
dès que ça ne se passe pas forcément bien sur le parcours, parce que la personne a une problématique, il faut qu'effectivement tout de suite il y ait un suivi, une présence sur le parcours de la part de l'opérateur pour faire en sorte que la personne soit rapidement prise en compte, prise en charge et ne soit pas tentée d'abandonner parce qu'elle est face à des situations qui ne sont pas forcément tenables pour elle. Alors le public de l'habitation de service public, quel est ce public? Par définition, c'est le public qui, comme nous l'avons dit, hein, est sans qualification, qui a ses difficultés d'apprentissage et d'insertion. Donc, on ne sera pas étonné de savoir que ce sont des chercheurs d'emploi. Alors, chercheurs d'emploi de 16 ans et plus. Alors, chercheurs d'emploi, cela veut dire qu'il n'y a pas d'obligation d'inscription à Pôle emploi. Ce n'est pas le demandeur d'emploi, qui est une notion bien précise, hein, qui exige justement cette inscription. Non, c'est une notion plus large. On peut avoir des personnes qui peuvent être en mission locale ou qui peuvent être suivies par des conseillers insertion d'un conseil départemental et qui n'ont pas encore procédé à cette inscription. Ils peuvent tout à fait accéder à la HSP. De niveau infra 4, donc, ça veut dire qu'en fait, normalement, le public cible, c'est une personne qui a pu aller jusqu'à, par exemple, la classe de terminale, qui a pu aller jusqu'à une classe finale de bac pro, mais qui ne doit pas avoir obtenu normalement cette certification-là. Sinon, ce n'est pas le public cible, ce n'est pas le public éligible à l'HSP. Alors bien sûr, hein, on retrouve cette notion de difficulté d'insertion et ou d'apprentissage qui va de pair hein, souvent avec le profil que je viens de définir, hein, ne pas être en dessous de niveau 4. Mais aussi, et c'est très important, qui vise l'objectif de travailler en milieu ordinaire. Là, on parle pour les personnes qui peuvent être en situation de handicap. L'HSP ne prépare pas au milieu dit protégé hein, pour les personnes en situation de handicap. L'objectif, ce n'est pas une situation d'attente et de préparation pour éventuellement une entrée en entreprise adaptée. Donc, c'est vraiment pour travailler en milieu ordinaire. Alors, c'est une règle de base. Bon, on a quand même quelques aménagements parce qu'il faut être pragmatique et réaliste, hein, parce que on sait très bien que au-delà de ce public cible, on peut tout à fait avoir des personnes qui ont des difficultés particulières d'apprentissage ou d'insertion, bien qu'elles puissent être entre guillemets diplômées. C'est pour ça que on peut aussi accueillir un public qui a acquis un niveau 4, donc certifié, validé, mais dont la qualification est devenue obsolète. Alors, on a essayé quand même d'avoir une définition objective de cette obsolescence. C'est ne pas avoir exercé une activité professionnelle depuis au moins 2 ans en rapport avec sa qualification professionnelle. Ça veut dire en gros que vous avez une certification de niveau 4 entre les mains, vous avez déjà travaillé avec les compétences hein, qui sont liées à cette certification, mais ça fait 2 ans que vous cherchez et vous ne trouvez pas de travail. Donc, on considère que dans ce cas-là, vous pouvez quand même être public éligible à l'HSP. Alors, ce critère-là, il sera aussi appréhendé de manière réaliste, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez avoir un niveau 4 certifié, et on peut vous répondre, mais vous auriez pu trouver du travail. Sauf que ce travail-là, il est bien au-delà d'un rayon kilométrique. Et par exemple, vous êtes en Nouvelle-Aquitaine et on peut vous dire, mais vous savez, à l'autre bout de la France, dans le nord ou dans le sud, vous pourriez trouver du travail. Sauf que la personne, par rapport à son bassin de vie, ses recherches, même si parfois elle a pu les faire dans un rayon relativement large, qui peut être poussé, pourquoi pas, jusqu'à 200 km, il se trouve que ben, sur son territoire, on ne trouve pas d'emploi. Ou ça supposerait que vraiment elles partent avec armes et bagages à l'autre bout de la France. Donc nous, on considérera qu'effectivement, c'est dans un rayon raisonnable de prospection que doit s'appliquer ce critère. On ne va pas forcément l'appliquer sur une prospection sur toute la France. Alors au sein de ce public, bien évidemment, on considère au sein de ce public cible que on aura certainement des publics qui entrent dans certaines catégories particulières. C'est pour ça que nous, on considère qu'on devrait retrouver ce public sur l'habilitation de service public.
Donc, ça sera les personnes, je l'ai cité incidemment, les personnes en situation de handicap, mais on pense retrouve aussi souvent des personnes qui sont en quartier politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale. C'est vrai qu'a priori, on devrait avoir quand même une part importante de personnes en chômage de longue durée, des parents isolés, des personnes qui bénéficient des minima sociaux. C'est vrai que nous, on s'attend, et c'est eux qui sont quand même visés par cette habilitation, on s'attend à trouver des chercheurs d'emploi qui se trouvent dans ces catégories-là. Et on parle d'une attention particulière parce qu'encore une fois, nous considérons que c'est le public, ils vont faire partie donc de ce public cible. C'est vraiment eux que l'on vise. Toute règle a ses exceptions, même si elle doit rester la règle. Rien n'empêche, au cas par cas, qu'une dérogation soit donnée à une personne qui n'entrerait pas dans ces critères. Il ne faut jamais fermer complètement la porte, il peut toujours y avoir des raisons objectives, et dans ce cas-là, ça se ferait en lien avec le prescripteur, avec argumentaire à la clé. On peut tout à fait envisager au cas par cas des dérogations pour pouvoir rentrer sur l'habitation de service public, même si, encore une fois, on n'est pas dans les critères qui ont pu être exposés. Les obligations de service public. Alors, les obligations de service public, c'est une des particularités de l'habilitation de service public, et ces obligations de service public, à la différence de ce qu'on peut trouver sur des actions en marché, voire en subvention, elles s'appliquent. Elles s'imposent aux opérateurs de formation qui vont réaliser les parcours des usagers. Alors, petite précision au passage, qui sont ces opérateurs sur l'habitation de service public? Eh bien, ce sont des opérateurs de formation qui peuvent être de statuts très divers, ils peuvent être publics ou privés, mais une des particularités, c'est que pour répondre, couvrir tout le panel des certifications qui ont été demandées sur les différentes familles professionnelles, et je pense notamment à des familles professionnelles comme le bâtiment, l'industrie, hein, où il y a vraiment beaucoup de certifications, beaucoup de métiers qui sont visés. Il était souvent difficile ou quasiment impossible pour un opérateur d'intervenir tout seul. Donc, il ne faut pas être surpris si, comme interlocuteur pour un prescripteur, par exemple, eh ben, il aura différents opérateurs sur telle ou telle famille professionnelle sur son département. Il faut savoir que parfois, sur certains lots, nous avons jusqu'à 7 opérateurs qui se sont mis en groupement et qui vont travailler de concert, hein, pour offrir les services donc aux usagers de l'HSP. Je préciserai même que il est rarissime que nous ayons un lot avec un seul opérateur. On doit avoir un ou deux cas uniquement. Tous les lots sur les différentes familles professionnelles sont réalisés par des groupements d'opérateurs. Alors, parfois, c'est 2, 3, c'est même souvent 2, 3, parfois jusqu'à 6 ou 7. Et donc, ces opérateurs, une des particularités de l'habitation de service public, c'est qu'ils ont des obligations de service public, des contraintes, entre guillemets, imposées par la région, et que l'on ne retrouve pas forcément dans les marchés. Alors là, l'idée n'est pas de développer toutes ces obligations de service public. Il y en a certaines que l'on va retrouver, hein, dans les slides ultérieurs qui vont être présentés. Donc, elles sont regroupées autour de 5 familles: l'accès universel et l'égalité, la continuité du service public, la qualité et l'adaptabilité de ce service, l'accessibilité tarifaire et la protection des usagers et l'obligation de transparence. Donc, sans vouloir toutes les mentionner, vous allez retrouver dans ces familles des obligations comme donc celles qu'on a citées tout à l'heure, l'accès des personnes sans sélection à l'HSP, l'entière gratuité du service, y compris aux équipements, hein, qui sont liés à la formation, qui doivent être fournis gratuitement aux usagers. Le principe systématique d'individualisation des parcours,
les possibilités d'interrompre et d'avoir sa place qui est gardée sur l'habilitation de service public. Là aussi, quand on n'a pas de sécurisé, l'obligation faite aux opérateurs de mettre en situation les personnes d'avoir un hébergement et une restauration pour une somme modique. Donc vraiment, il y a des contraintes qui sont très très importantes pour ces opérateurs et qui doivent être respectées. Donc on en recitera d'autres incidemment lors des slides qui suivent. Alors la construction du parcours de l'habitation de service public premier niveau de qualification, comment est construit le parcours d'un usager lorsqu'il va être sur l'habitation de service public? Alors tout passe, et ça, bon, bien sûr, hein, il y a pas, l'habitation de service public ne réinvente pas tout, mais comme tout parcours, il va falloir passer par un diagnostic et un positionnement. Et alors, dans ce diagnostic positionnement, il y a quand même un aspect qui est important, c'est qu'on va quand même vérifier des prérequis. Mais quand on dit des prérequis, ce n'est pas dans un objectif de sélection, c'est tout simplement pour dire, est-ce qu'il n'y a pas des prérequis qui sont incontournables et qui font que la personne, de toute façon, ne pourra pas être en situation de formation et surtout, elle ne pourra pas forcément exercer le métier visé. Donc, on comprend bien qu'on peut toujours former une personne, mais qu'il ne s'agira pas non plus de la former en sachant que derrière, elle ne pourra pas exercer le métier qui est en correspondance. Ce n'est pas quand même l'objectif non plus. Je rappelle que dans la finalité, c'est de permettre à une personne d'obtenir une certification pour exercer un emploi de manière pérenne. Donc, bon, on peut avoir un prérequis purement administratif, c'est pour ça que l'on utilise le terme non-conformité administrative. Pour une personne qui n'aurait pas la possibilité d'avoir le statut de stagiaire de la formation professionnelle, pendant la durée du parcours, ne pourra pas être admise. Non seulement parce qu'on ne pourra pas la rémunérer, ça serait une question par rapport à la sécurisation de son parcours, mais également on ne va pas pouvoir lui assurer la protection sociale, notamment la protection sociale, accident du travail. Donc même si on ne fait pas de sélection, sur le fond, si une personne, on ne peut pas lui donner le statut, à ce moment-là, la personne ne pourra pas entrer sur l'HSP, ça serait une non-conformité administrative. Il peut arriver aussi qu'il y ait des questions d'incompatibilité médicale, alors liées ou pas à un handicap. Bon, c'est quand même une notion qui est relativement difficile et qui est à manier avec prudence et pour les prescripteurs et pour les opérateurs, mais ça peut être, c'est un prérequis objectivable qui est de dire non, la personne, bon, je cite souvent l'exemple, mais après il faut le prendre avec nuance, mais je cite souvent le cas des monteurs câbleurs où la personne ne peut pas être daltonienne. Si comment dire, une personne, comment dire, cette particularité a été détectée en amont, il faut être clair qu'on ne va pas former au métier de monteur câbleur une personne qui, du fait qu'elle soit daltonienne, ne pourra pas, déjà, elle aura des grosses difficultés pour être formée, et qui ne pourra pas exercer. Alors après, encore une fois, il faut toujours être très prudent par rapport à ces notions-là, parce qu'il peut toujours y avoir, effectivement, dans certains cas, par rapport à certains problèmes d'ordre handicap ou médical, il peut y avoir des adaptations de poste. Mais il faut être très prudent, mais c'est quelque chose qui peut donner lieu à un rejet de candidature. Il peut y avoir aussi les obligations réglementaires. Alors des obligations réglementaires, le cas qu'on cite le plus souvent, c'est dans le domaine de la sécurité. Il y a des obligations qui sont liées au casier judiciaire. Certes, la personne, on pourra toujours lui dispenser, là, encore une fois, la formation, mais de toute façon, elle ne pourra pas exercer. Donc, il est bien évident que dans ce cas-là, il est tout à fait légitime que l'opérateur de formation disent non à cette candidature. C'est une donnée objective et qui n'est pas liée à un niveau ou une capacité de la personne, c'est une donnée objective. Donc, c'est vrai qu'on va parler de prérequis normés avec des choses qui sont vraiment très, très objectivables. Donc, dans ce cas-là, effectivement, à l'extrême, ces prérequis font que la personne ne pourra pas entrer sur la formation. Le positionnement, le diagnostic positionnement va permettre aussi de construire des parcours individualisés qui vont prendre en compte donc tous les paramètres pour bâtir le plan de formation, je dirais, au-delà du plan de formation, le parcours de formation de la personne. Alors, bien sûr, c'est des questions de durée. Après, ça permettra de déterminer la durée prévisionnelle du parcours de la personne, le rythme, la progression qui est envisagée, le contenu.
et notamment tout ce qui sera besoin renforcement de savoir de base, voire de modules transverses ou transversaux complémentaires, et également l'intensité de l'accompagnement à prévoir. On sait que sur la HSP, on en a parlé, il y aura un accompagnement renforcé, mais tout va dépendre aussi du parcours de vie de la personne. Il y a certains usagers sur la HSP qui n'auront pas forcément besoin de la même intensité d'accompagnement que d'autres. Alors, il y a une particularité dans la construction du parcours, il y a une possibilité qui a été laissée aux personnes, alors qu'elles ont été prescrites sur une certification et métier, de pouvoir, au bout de 15 jours, pourquoi pas, changer, alors au sein de la même famille et du même lot, avec le même opérateur, entendons-nous bien, de pouvoir affiner en quelque sorte son projet professionnel. Mais vraiment, j'utilise à dessein le terme affiner. Pourquoi? Parce qu'il y a un préalable pour entrer sur l'HSP, c'est que la personne devra avoir travaillé son projet professionnel. On n'entre pas sur l'habilitation parce qu'on a entendu parler d'un métier, tiens, ça pourrait peut-être me plaire, donc il y a de la lumière, je rentre et c'est bon. Non, ça ne fonctionne pas non plus comme ça. Il faut que la personne ait travaillé avec son prescripteur son projet professionnel. Alors, elle a pu le travailler de toutes les façons possibles. Ça peut être aussi bien des dispositifs dédiés, je pense notamment au dispositif amorce de parcours de la région, mais je précise que ce n'est pas une obligation d'être passé par le dispositif amorce de parcours de la région pour entrer sur l'HSP. Ça peut être tout à fait, par exemple, une prestation de Pôle emploi, ça peut être toute autre démarche qui a pu être financée par ailleurs, ça peut être, par exemple, une action de la GFIP qui permet justement d'avoir travaillé ce projet. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui peut être vérifié et qui peut être vérifié par l'opérateur et qui peut être malgré tout aussi un motif de rejet, de dire la personne, non, elle vient pour exercer le métier de menuisier, visiblement, elle n'a jamais vu quoi que ce soit, rien n'a été travaillé, bon, je ne pense pas que ça sera le cas, mais rien n'a été travaillé, donc l'HSP ne fera pas ce travail sur le projet professionnel. Par contre, elle pourra procéder à un affinement. Un affinement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur une personne qui a bien travaillé son projet, mais comme on a pu échanger avec différents opérateurs de formation, parfois c'est pas toujours évident de faire la différence entre 2-3 métiers qui sont très très proches, et pourtant avec des certifications différentes. Bon, on a cité des métiers dans le domaine du commerce, dans le domaine de la soudure, de la chaudronnerie, où vraiment c'est les professionnels, une fois qu'on est sur le terrain, que la personne va pouvoir, que ce sont vraiment les personnes qui vont pouvoir la renseigner, vraiment affiner, l'aider à affiner son projet. Donc, il pourrait arriver qu'une personne soit prescrite sur une certification et que, au final, par exemple, ça ne sera pas soudeur, ça ne sera pas chaudronnier, ça sera plutôt AFEM ou l'inverse qui se fera. Et bien, dans ce cas-là, la personne pourra, en quelque sorte, roquer, pour utiliser un terme qu'on utilise dans les échecs, sans sous-entendu, elle pourra changer de projet de certification. Bien évidemment, le prescripteur sera informé de cet affinement, de ce changement. Donc c'est une faculté qui est laissée à la personne d'aller un petit peu plus loin. Et c'est vrai que 15 jours au sein du centre, en situation de formation, avec un opérateur qui connaît bien les différences entre les métiers, ça peut être l'occasion de modifier légèrement l'objectif de son parcours, de son projet professionnel. Le contenu du parcours, en quoi consiste-t-il? Alors, c'est vrai qu'on insiste beaucoup pour l'habitation de service public sur la notion de parcours. On a coutume de dire qu'on n'achète pas de la formation, on achète un parcours de formation. J'ai eu l'occasion d'en parler en préambule en disant que c'est un parcours intégré qui intègre plusieurs aspects. Notamment, j'ai cité les savoirs de base, les pré-qualifs, la qualif, il y a quand même l'aspect hébergement-restauration, accompagnement renforcé. Bon, il faut quand même se dire que c'est un parcours de formation aussi. Donc, c'est essentiellement
dans la durée, dans le contenu, ça va être quand même une préparation à la certification. On va dire qu'à plus de 90%, le parcours, c'est quand même tout ce qui va être préparation à l'obtention d'une qualification professionnelle avec toutes les parties théorie et pratique, mais ça restera de la formation en centre avec des formateurs en vis-à-vis des usagers. Et en corollaire, c'est cité un petit peu plus loin dans le slide, mais il y aura bien évidemment des périodes en entreprise. Parce que ces périodes en entreprise, elles sont souvent exigées dans les référentiels des certifications et elles permettent aussi à l'usager de confronter les aspects théoriques qu'il a pu, ou théoriques, mais qui restent purement formatifs, et de pouvoir les confronter en milieu professionnel. Ça lui permettra aussi, on le sait, au-delà des exigences du référentiel, de se faire connaître d'une entreprise pour être recruté ultérieurement. Donc, il y a quand même une partie centre et une partie entreprise dans l'habitation de service public, comme sur n'importe quelle formation. Là aussi, comme sur les formations, on va y retrouver les compétences de base. On sait qu'il y a des compétences de base qui sont liées à telle ou telle certification. Ces notions-là seront abordées et comme on a évoqué aussi une pédagogie dynamique, elles seront abordées dans toute la mesure du possible par l'opérateur de formation pour qu'elles soient vraiment complètement intégrées par rapport à l'approche technique et qu'on soit souvent que l'intérêt et l'obligation de les appréhender, de les assimiler sera mieux vécu et mieux perçu par l'apprenant. Alors, ça ne sera pas forcément que les compétences de base qui sont liées à la certification. Comme on l'a dit, la personne vient telle qu'elle est, c'est sans sélection. Donc parfois, elle aura besoin peut-être d'un soutien, d'un renforcement dans ses savoirs de base. Ça pourra aller jusqu'à un besoin en français langue étrangère. Eh bien, effectivement, on aura ce renforcement en plus et pas simplement l'apport des compétences de base intrinsèquement liées à la certification. On pourra y retrouver des modules transversaux, on l'a évoqué aussi précédemment, tout simplement parce qu'on considère que ces modules transversaux, ça peut être des CACES, des habilitations professionnelles, eh bien, ils sont utiles, ils sont indispensables selon le projet, le profil de l'usager pour augmenter ses chances d'accéder à l'emploi. En règle générale, ce qu'on va appeler ces modules transversaux, ils sont souvent intégrés dans les certifications prévues. Parce qu'au fil du temps, souvent les certifications, après expérience, ont intégré souvent ces modules parce que ça fait partie intégrante des savoirs qu'il faut et des compétences qu'il faut avoir pour exercer le métier visé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut arriver, par exemple, je vais sans faire de fixation, je vais reciter les monteurs câbleurs fibre optique. Certes, il y a des certifications qui existent, mais souvent, on se rend compte qu'il faut, par exemple, avoir le CACES nacelle avec. Pour amener la fibre chez l'habitant, souvent, il va falloir travailler en hauteur et l'employeur, il va bien aimer qu'en plus, la personne ait ce CACES-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que non seulement on va faire la certification, mais souvent, l'opérateur va considérer qu'il faut y adjoindre ce CACES. Alors, peut-être que ces certifications à l'avenir, quand elles vont être revues, elles intégreront directement le CACES nacelle et à ce moment-là, ça sera plus utile de le rajouter en tant que tel, puisque ça fera partie intégrante de la certification, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, c'est mieux de le faire. J'ai oublié de préciser que pour les perdants d'entreprise, ce qu'on souhaiterait voir se développer, c'est des démarches de type formation en situation de travail. Ça peut se faire, à condition bien sûr que les entreprises se soient investies dans ce type de démarche, mais ça peut se faire. Et c'est un gain supplémentaire pour l'apprenant, parce que ça veut dire que la partie entreprise, même si en alternance on apprend toujours, mais va être vraiment un temps de formation au même titre que la partie en centre. Et ça peut être très intéressant dans le déroulé des parcours, encore une fois, à partir de l'instant où l'entreprise et l'opérateur se sont engagés dans ce type de démarche et vont se coordonner pour ce type de démarche. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant. Ça peut être très intéressant, par exemple, pour les salariés de l'IAE. Salariés de l'IAE que j'ai oublié sur lesquels je n'ai pas insisté, mais vous avez pu le voir sur la diapo précédente concernant les publics, qui font bien sûr partie des publics cibles
de l'habilitation de service public. Mais ça peut être une démarche qui peut par exemple être développée entre un chantier d'insertion et un opérateur de l'HSP. Bien évidemment aussi, l'idée c'est qu'à la fin du parcours, la personne accède à la certification. Donc il va falloir la préparer spécifiquement à ces épreuves, au-delà bien sûr des enseignements qui ont pu être dispensés, et aussi faire une remédiation en cas d'échec. Une personne peut avoir échoué à la certification en totalité, bon, pourquoi pas, ça peut arriver, mais également en partie, en ayant une des composantes, une des unités de cette certification. Donc l'idée, c'est que la personne, bien son parcours, il va être réaménagé, modifié pour qu'on le représente. On continue pour le représenter à la prochaine session de validation. Et donc dans ce cas-là, il va falloir aussi le préparer spécifiquement par rapport à l'échec qui a eu lieu sur cette certification pour augmenter sa chance de réussite. C'est important aussi, pendant tout le parcours, on va quand même placer la personne en perspective d'emploi. C'est-à-dire effectivement, on n'est pas là pour faire de la formation pour de la formation. L'idée, c'est d'être prêt pendant tout le parcours, d'être prêt à exercer cet emploi, d'être placé en position d'appréhender son apprentissage par rapport à l'emploi que l'on va exercer. D'où cette notion de préparer très tôt. Donc quand je dis très tôt, hein, entendons-nous bien, des TRE purs ont peut-être plus d'utilité à la fin du parcours qu'au tout début, même si parfois il y a des notions qui pourraient être déjà à donner, ne serait-ce que pour la recherche de stage en entreprise, mais sans dire que dès le premier jour de la formation, on va dire à la personne qui va sortir très rapidement pour se préparer à l'emploi, même si c'est à une échéance plus ou moins long terme, à plus ou moins long terme, c'est la placer entre guillemets dans cette dynamique de je me prépare à être en emploi. On pourra retrouver aussi sur l'habilitation de service public toute action concourant à l'objectif final d'accès à la certification. Ça veut dire que les opérateurs, bon, au-delà des contenus hein, que je vous ai exposés, peuvent tout à fait, pourquoi pas mettre en place une activité pendant le parcours à caractère ludique, socio-culturel, parce que dans la progression de l'apprenant, ça peut faire être une pause respiratoire. Mais en restant quand même toujours dans l'idée que ce type d'activité sera quand même lié à la progression pédagogique de la personne et avec quand même un lien avec le métier et la certification visée. Mais il peut y avoir des initiatives de cet ordre qui ont existé par le passé. Ça peut être tout à fait quelque chose qui peut être proposé par un opérateur de l'HSP. La sécurisation du parcours de l'usager, c'est vraiment un point extrêmement important parce que nous savons que nous travaillons avec des personnes qui ont des difficultés, comme on l'a dit, d'apprentissage ou d'insertion, et il faut faire en sorte qu'on évite les abandons, ce qui serait vraiment un échec pour la personne et un échec pour nous, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réussi. Et quelque chose qui n'a pas réussi alors que peut-être qu'on aurait pu éviter cet abandon. Donc, comment va-t-on faire? Alors, je précise une chose quand même, c'est qu'on accède et c'est un point important hein, et crucial, on accède à l'habilitation de service public uniquement sur prescription. Il aurait été bon que je le précise au moment où j'ai parlé du public et de son accès sans sélection. Certes, on peut être un public chercheur d'emploi, non inscrit à Pôle emploi, mais on ne peut pas entrer sur l'HSP de sa propre initiative. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui est accompagné, suivi et qui prescrive. Donc, on retrouvera des prescripteurs pour entrer sur l'habilitation de service public. Ça nous paraît aussi une garantie par rapport au travail sur projet, à l'accompagnement, justement, en cas de problème, dans cette logique de sécurisation des parcours. Ça sera donc des prescripteurs. Les prescripteurs, c'est Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, mais aussi conseiller insertion des départements, référents pli, et également les structures d'insertion par activité économique, et souvent bon, dans les CIE,
ce sera la personne en charge de l'accompagnement socio-professionnel qui fera l'acte de prescription. Mais il y a toujours un prescripteur pour orienter la personne vers l'HSP. Alors, comment peut-on essayer de sécuriser les parcours des usagers lorsqu'ils sont dans l'habitation de service public? Bah, tout d'abord, en facilitant l'accès physique au centre de formation. C'est ce qui explique que on ait 7 familles professionnelles, mais qui sont présentes, hormis de cas spécifiques hein, pour le département de la Creuse, on est à chaque fois toutes les familles professionnelles qui sont présentes sur tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et si on regarde même dans le détail les certifications qui sont proposées, au moins les métiers auxquels on prépare sur toutes les familles professionnelles, sur tous les départements, hormis quelques spécificités territoriales, on va retrouver, on va dire, une colonne vertébrale forte de certifications similaires présentées d'une famille professionnelle et d'un département à l'autre. Ce qui veut dire que une personne qui va entrer sur l'HSP, elle peut avoir une réponse de proximité en termes de préparation à une certification. Attention, cela ne veut pas dire que, même si on fait cette offre de proximité, qu'une personne doit forcément rester sur son département. Si un prescripteur souhaite orienter donc une personne sur un autre département parce que cette personne, pour des raisons familiales ou autres, est en capacité d'aller sur un autre département, elle peut tout à fait le faire. Bon, on considère que ça doit quand même rester l'exception, parce qu'encore une fois, l'idée c'est que la personne n'ait pas à se déplacer sur des grandes distances pour pouvoir se former. Donc c'est une offre de formation en proximité. Et même parfois sur certains départements, il peut arriver qu'on ait 2-3 sites qui proposent une préparation à un même métier, ce qui réduit encore les exigences de déplacement des usagers. Ce que l'on a demandé également, c'est aux opérateurs de formation d'être aussi force de proposition de solutions pratiques et concrètes pour les usagers. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils font hein, souvent pour leur formation, mais déjà bien se mettre en relation avec les collectivités locales, les opérateurs qui chargés donc des transports publics pour que leur centre puisse être desservi ou tout du moins desservi aussi de manière proche. Ils peuvent tout à fait développer des bourses du covoiturage, des solutions de ce type. On a beaucoup insisté pour qu'ils travaillent aussi en ce sens. Pour sécuriser le parcours des usagers également, il y a la rémunération. Alors bien sûr, la rémunération, elle doit permettre aux personnes de faire face à certains frais générés par le fait d'aller en formation. Mais là, je vais parler par contre de la rémunération régime public. Il est exact que c'est une rémunération qui n'a pas été revalorisée depuis un bon bout de temps. Donc la région a décidé, pour les parcours habitation de service public, de majorer les barèmes de rémunération afin que les personnes ne se trouvent pas, entre guillemets, contraintes d'abandonner ou de différer la formation tout simplement parce que, effectivement, elles vont se trouver face à une situation matérielle qui est trop difficile. Et on sait que la rémunération sur une action de formation est très importante. Donc, il y a une majoration donc, de ces barèmes pour que, autant que faire se peut, la personne puisse faire face à ces comment dirais-je, à ces contraintes matérielles qui peuvent être, encore une fois, générées par le fait de se rendre en formation. Alors, je précise que ces barèmes pour information sont donnés dans la slide suivante. Ils ne seront pas détaillés, mais vous pourrez en prendre connaissance avec le tableau qui est présenté dans la diapositive suivante. En complément par rapport à justement, pour déjà décharger hein, les personnes de toutes ces contraintes matérielles, il y a une volonté forte
c'est une des particularités de l'habitation de service public, c'est de permettre aux personnes de s'héberger, de se restaurer à des prix, entre guillemets, qui soient tout à fait tolérables. C'est ainsi qu'effectivement, on a des barèmes pour l'hébergement. Il doit y avoir un reste à charge maximum de 3 € pour la personne. Pour la restauration, c'est la même chose. Il y a donc un reste à charge qui est un maximum de 1,50 €. Et pour les personnes qui s'hébergent, 7,50 €, c'est non seulement pour le repas du midi, mais c'est aussi pour le repas du soir. Donc, les opérateurs de formation sont compensés financièrement pour tout, bien sûr, puisque le coût réel de l'hébergement de la restauration n'est pas celui-ci, mais les opérateurs de formation sont compensés pour que, financièrement, pour faire en sorte qu'il ne reste que ces restants en charge aux usagers. Alors, comment facilite-t-on aussi cette sécurisation des parcours? C'est grâce à un accompagnement renforcé. On l'a évoqué à 2 reprises. Un accompagnement renforcé pour que la personne sache que s'il y a une difficulté, il y a quelque chose qui ne va pas pendant le parcours, eh bien, bien sûr, s'il y a des problèmes d'ordre pédagogique, il y aura vraiment un soutien fort et spécifique. Si ce sont des questions de santé, d'emploi, de mobilité ou autre, l'opérateur de formation sera présent. Alors, je précise bien, non pas pour régler ces questions, parce qu'il faut faire très attention. Il y a des relais, des structures, des opérateurs que nous citons d'ailleurs, qui sont spécialisés dans ces métiers et qui savent comment il faut faire. Donc, c'est eux qui seront chargés de voir comment traiter cette problématique, l'opérateur étant lui un relais. Mais c'est un relais important, parce que peut-être qu'il va pouvoir détecter quelque chose dont ne souhaite pas parler la personne, ou quelle qu'en soit la raison. Et également, la personne peut être parfois un petit peu perdue, égarée, ne sait pas forcément à quelle porte taper. La personne en charge de cet accompagnement, alors qu'il soit le référent emploi, handicap, social, il va être là pour déjà donner un premier niveau de conseil, rassurer la personne, lui donner les premières pistes et surtout la mettre en contact direct avec la structure compétente. Alors quand on parle de structure compétente, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est que au premier rang de ces structures, nous mettons les prescripteurs. Le premier relais, parce que lui aussi sait ce qu'il faut faire, où il faudra aller. Donc, bien évidemment, dans certains cas, dans une situation d'urgence, le référent de l'opérateur va pouvoir prendre contact directement avec telle ou telle structure avec qui il a l'habitude de travailler, mais il y aura toujours le prescripteur dans le jeu qui sera informé ou qui sera le premier relais pour aider la personne à régler le problème auquel elle doit faire face. Il y a aussi, en termes de sécurisation, il y a quelque chose qui n'est pas lié forcément au déroulement du parcours sur la famille professionnelle concernée, mais qui est un problème de réorientation. Il peut arriver qu'une personne ait voulu préparer une certification donnée et se rendre compte, il faut savoir que la formation est aussi un révélateur parfois, et notamment les périodes en entreprise, une personne peut très bien dire, mais non, finalement, bien que j'ai fait un très bon travail sur mon projet professionnel, j'ai commencé à me former, j'ai été en entreprise, mais je me rends compte que finalement, ce n'est pas ce métier-là que je peux faire, ou je me sens capable de faire. Alors bien sûr, avant d'en arriver là, il y aurait eu tout un travail qui aurait pu être fait par la personne chargée de l'accompagnement au sein de l'opérateur. Il y aura certainement aussi un aller-retour avec le prescripteur, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, ce qu'on veut surtout, c'est que ça ne soit pas un échec pour la personne, que tout ce qu'elle va avoir fait sur l'habitation de service public, entre guillemets, ça soit passé à perte et profit. Non, c'est seulement pour que nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'opérateur soit là aussi le premier pas pour aider la personne à se réorienter vers une autre famille professionnelle. Alors, il y a des choses qui peuvent être facilitantes. Vous avez des opérateurs, peut-être que la personne avait déjà un autre projet, une autre idée de projet. Donc, c'est vrai que l'opérateur, dans certains cas,
il intervient aussi sur la famille professionnelle, bien sûr, hein, sur notre lot, mais il est peut-être en capacité déjà de donner quelques pistes, quelques conseils à la personne pour déjà l'aider à un petit peu voir ce qu'elle pourrait faire et en sachant qu'est-ce qu'elle pourrait aussi exploiter avec ce qu'elle a déjà eu sur le début de son parcours sur l'HSP. Et que la transition, le passage avec le prescripteur se fasse en douceur et de manière dynamique et positive, et non pas comme une rupture et un échec. Donc là, l'opérateur de formation ne fera pas le travail de réorientation pure, il va donner des conseils, il va passer le relais. Encore une fois, on ne travaille pas sur le projet professionnel en HSP, mais il sera un facilitateur pour que la personne puisse rebondir rapidement et capitaliser ce qu'elle a déjà fait sur l'HSP quand elle va revenir voir son prescripteur et travailler sur un autre projet professionnel. Je ne m'étends pas sur, comme je l'ai dit, sur la présentation des différentes rémunérations majorées, hein, régime public encore une fois, puis en charge par la région. Ce qu'il faut effectivement voir, c'est qu'il y a un effort qui est fait de la part de la région pour que les personnes se trouvent quand même avec une rémunération acceptable et leur permettant de faire face aux contraintes matérielles qu'elles pourront rencontrer. Alors, le déroulement du parcours, je ne reviens pas sur les entrées en parcours et sur la prescription, hein, partie importante que j'ai mentionnée, avec le rôle du prescripteur obligatoire. Alors, les entrées en parcours, elles peuvent être de plusieurs façons. Elles seront de toute façon nécessairement régulières. Alors, on aura des certifications des parcours, enfin des organisations pour les parcours qui seront en entrée-sortie permanente. C'est-à-dire que c'est au fil de l'eau, dès qu'une place se libère, il y a possibilité de faire une prescription. Par contre, ça peut être aussi des entrées cadencées. Ça sera à date régulière. Des personnes qui pourront, des personnes et prescripteurs qui sauront qu'il y a des moments forts dans les sessions qui sont proposées où on sait qu'il y a des personnes qui vont sortir parce qu'elles auront validé et donc d'autres qui vont pouvoir entrer. Donc, ça ne sera pas des sessions de date à date comme sur un marché, c'est vraiment des entrées régulières. Alors, l'individualisation et l'adaptation du parcours, ça c'est vraiment, alors soyons honnêtes, les demandes d'individualisation et d'adaptation des parcours, c'est quelque chose qui est demandé depuis maintenant plusieurs années, hein, en matière de formation professionnelle, quels que soient les publics, mais aussi et plus particulièrement pour les publics demandeurs d'emploi. Mais comme on est sur vraiment des publics qui ont eu souvent des difficultés pour accéder à la formation, encore une fois, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est pour ça qu'on insiste sur le principe de non-sélection, qui ont vraiment besoin d'être confortés dans l'idée qu'ils peuvent tout à fait se former, même si ça n'a pas toujours été facile de pouvoir y accéder jusqu'à présent, mais cette fois, ils vont pouvoir. Ils ont tout à fait les facultés, les capacités pour se former, mais qu'effectivement, il faut qu'on adapte les parcours en regard. Donc là, on a une exigence qui est beaucoup plus forte encore au niveau de l'habilitation de service public sur ces individualisations et l'adaptation des parcours, et de bien prendre en compte notamment le profil d'apprentissage, le rythme d'apprentissage des personnes, et sachant que, je vais le dire un petit peu plus loin, on peut aussi jouer sur la durée. Donc il faut vraiment en profiter pour faire des parcours de formation clés en main. Aussi, ça a été rappelé indirectement dans cette présentation, le suivi du parcours. Bien sûr, ça relève aussi de l'accompagnement, de la sécurisation des parcours, mais ça prend une dimension encore plus forte. Parce que la réussite du parcours, elle passe par le fait qu'il faut rassurer la personne, lui montrer qu'elle progresse, qu'il fera le temps qu'il faut, peut-être que ça s'accélérera après, mais le suivi pour que la personne sache où elle en est, comment elle avance, c'est vraiment extrêmement et encore
plus important sur l'habilitation de service public. Il y a une possibilité de recours à l'auto-formation. C'est important aussi d'avoir en tête que ce n'est pas parce qu'on a un public, entre guillemets, dit en difficulté, qu'on n'a pas de capacité à s'auto-former. Par contre, nous, on va être très vigilants. Et c'est important aussi de développer l'autonomie de la personne, ne serait-ce que de le développer aussi par rapport à l'exercice professionnel qui se présentera ultérieurement. Mais on va être très vigilant. Cette auto-formation d'être limitée, organisée, encadrée. J'insiste bien aussi sur le rôle, sur la partie limitée. Et surtout, elle doit être complètement justifiée sur le plan pédagogique. J'ai cité tout à l'heure que c'était une façon de développer l'autonomie de la personne, mais développer l'autonomie de la personne, ça ne veut pas dire que ça doit devenir un mode pédagogique unique. Développer l'autonomie de la personne, ça veut dire aussi que de temps en temps, on va recourir à l'auto-formation, mais comme ça se passe dans le monde du travail, on n'est pas toujours en autonomie. Hein, on est parfois aussi encadré, accompagné, même souvent encadré, accompagné. Donc c'est pareil sur la formation, c'est une modalité, mais elle ne doit pas être, comment dirais-je, un mode autre que dans l'intérêt pédagogique de l'apprenant. La durée, j'en ai parlé, elle est de 24 mois. On peut faire, un parcours peut durer jusqu'à 24 mois maximum. J'indique qu'il peut porter jusqu'à 30 mois. Pourquoi? Pour quelque chose dont je vais parler également, c'est en cas d'interruption du parcours. Alors, elle peut, cette durée, pendant le temps du parcours, hein, qu'il fasse 8, 10, 12 mois ou 24 mois, normalement, il peut y avoir suspension de ce parcours. Je ne parle pas d'interruption, mais suspension, de manière classique, hein, pour des choses que l'on connaît tous, pour le fait de la fermeture du centre de formation. Normalement, sur un parcours, un opérateur ne peut pas imposer plus de 15 jours à l'usager. Bon, je ne vous cache pas qu'on ne peut pas non plus appréhender des fermetures de centre et une interruption, une suspension de parcours, pardon, de manière uniformisée selon la durée des parcours. Bon, c'est vrai que quelqu'un qui va faire un parcours de 7 mois, il va peut-être être confronté uniquement à une fermeture du centre de 15 jours. Quelqu'un qui ferait un parcours pouvant aller jusqu'à 12 ou 16 mois, c'est plus difficile de dire qu'il ne pourra avoir la fermeture du centre que pendant 15 jours. Dans ce cas-là, on aura une approche pragmatique. Selon la durée des parcours, on essaiera d'appréhender cette suspension de 10 jours par tranche de 6 mois. Alors l'interruption du parcours, c'est autre chose. C'est la personne est souvent en lien avec l'opérateur. Hein. C'est quelque chose qui sera concerté. Hein, quand on parlait du suivi, de l'accompagnement, donc c'est quelque chose qui sera quand même anticipé, appréhendé. Mais une des particularités de l'habilitation de service public, c'est qu'une personne peut décider d'interrompre son parcours, pour le reprendre, hein, bien évidemment, après, pour des mobiles qui lui sont soit d'ordre professionnel, c'est un emploi ponctuel, alors qui est en lien ou non avec la formation suivie. Alors, là aussi, hein, un des motifs, hein, qui peuvent amener à cette interruption pour raison professionnelle, c'est tout simplement parce que la personne, on le sait, hein, par rapport au public que nous visons, a aussi un passé professionnel et parfois avait été référencé dans une agence d'intérim, a pu faire régulièrement des travaux saisonniers. Et pendant son parcours, même si on a pu, par exemple, majorer la rémunération, il se trouve qu'à un moment donné, elle a une offre d'emploi et puis c'est intéressant financièrement pour elle, hein, pour faire bouillir la marmite. Ça peut être intéressant de s'absenter 15 jours, un mois et demi, parce qu'au final, ça va faire une rentrée d'argent aussi pour la personne. Donc, l'HSP lui laisse cette possibilité-là, d'interrompre son parcours. Alors l'idéal, bien sûr, c'est que ça puisse être aussi un emploi qui soit en lien avec la formation. Alors là, c'est top, ça permet à la personne d'être dans une activité plus rémunératrice pour elle. Ça lui permet d'augmenter d'augmenter sa mise en pratique. Ça lui fait en quelque sorte une période en entreprise grandeur réelle.
Et ça peut être ensuite, bien sûr, réutilisé, capitalisé ensuite dans son parcours de formation. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément obligé. Ça ne peut n'avoir aucun lien avec la formation. Ça peut être aussi des motifs personnels, hein, des motifs donc, qui sont de l'ordre de la santé. Ça peut être des impératifs familiaux, des contraintes familiales. Ça peut être une garde d'enfant qui n'est pas possible de faire sur une période, notamment par exemple la période estivale. Et dans ce cas-là, il faut que la personne, ben, on puisse lui permettre de régler ces problématiques et d'interrompre son parcours. Donc, ça peut être aussi bien pour un mobile professionnel que pour un mobile personnel. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'encore une fois, c'est interrompre le parcours, ce n'est pas abandonner. C'est-à-dire que la personne, elle va revenir prendre le fil de ses apprentissages au bout d'une période plus ou moins longue. Bon, si ce n'est que bien évidemment, en cumulé, les interruptions ne pourront pas faire plus de 6 mois, hein, puisque ça peut faire à ce moment-là perdre le sens à l'apprentissage et aux acquis, hein, et aux acquis de la personne sur la formation. Mais la personne, une fois qu'elle a réglé une problématique personnelle ou qu'elle a fini avec le travail qu'elle avait pu trouver, elle revient sur la formation et sa place lui est gardée et elle reprend le fil de son apprentissage. Pendant son interruption, la personne, si elle est au travail, elle sera salariée. Si c'est pour un mobile personnel, elle redevient chercheur d'emploi. La rémunération, bien sûr, sera suspendue. Par contre, pour vous indiquer, hein, ces périodes de suspension, sur l'aspect statutaire et administratif, ne vont pas sans quand même, il faut qu'on arrive à border et bien cadrer tout cela dans l'intérêt de l'usager. Donc, en ce moment, il y a un travail qui est mené entre Pôle emploi et la région pour border, bien sécuriser cette question d'interruption du parcours par rapport au statut de la personne lorsqu'elle est demandeur d'emploi, et aussi en lien avec certains outils comme Kairos. Donc, cette interruption va faire en sorte aussi, non seulement bien sûr qu'elle soit bien organisée, mais aussi que la personne le fasse dans les conditions réglementaires et statutaires imposées pour que cela ne génère aucune difficulté pour elle et sur son parcours et pour la suite. Le management de l'habitation de service public, eh bien évidemment, dans son déroulé, les opérateurs vont être amenés à la piloter, la suivre. Donc ça va vouloir dire que aussi un usager qui se rend sur l'habitation de service public, il est le même niveau de contenu, de qualité, les mêmes obligations de service public respectées, quel que soit le site, le lieu ou l'opérateur chez qui il se rend. Sachant que sur certaines certifications, vous pouvez avoir 2, voire 3 opérateurs qui vont intervenir dans le parcours de l'usager. Tout simplement parce que, par exemple, pour préparer cette certification, il y a des compétences techniques qui sont partagées, mais dans certains cas, vous avez des opérateurs qui vont intervenir plus spécifiquement, par exemple, pour le renforcement des savoirs de base ou l'accompagnement. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans le management de l'HSP, les opérateurs vont être amenés, entre guillemets, à se coordonner et à harmoniser leurs pratiques. Ce qu'on attend aussi dans le management de l'HSP, alors, au niveau de chaque opérateur, c'est qu'une garantie de la qualité du service qui soit assurée. Alors, bien évidemment, la qualité en formation, c'est une obligation réglementaire, mais c'était renforcé par les obligations de service public imposées par la région pour l'HSP. Dans le management, il y a des fermetures de centres. Je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, les fermetures de centres, dans certains cas, elles peuvent être répétées, même si elles sont avec des durées relativement courtes. De toute façon, déjà, comme je l'ai dit, on ne pourra pas imposer plus de 15 jours sur la durée du parcours, au moins pas tranche de 6 mois. Par contre, s'il y a une durée qui est un petit peu plus longue, et ça veut dire qu'en fait, il va falloir que l'opérateur garantisse la continuité du service. Donc, ça va supposer des astreintes en ce qui le concerne, pour que la personne, même pendant la fermeture du centre, si elle donne d'un renseignement, d'un relais, que ce soit la personne, ou pourquoi pas une entreprise qui peut avoir quelqu'un en stage, il faut qu'il puisse avoir un relais et une personne qui puisse assurer
le service minimum. Ça veut dire au niveau du management HSP aussi que si on veut être sur des entrées régulières, et que donc pour des entrées régulières, c'est évident, il faut qu'il y ait aussi des sorties régulières, et ces sorties régulières, nous ce qu'on souhaite, c'est que ça ne soit pas bien sûr des abandons ou des ruptures, mais que ça soit parce que les personnes ont été au bout de leur parcours et ont été jusqu'à la validation. Donc ça suppose que il y ait des sessions ponctuelles de validation régulière. Alors, dans les échanges avec les opérateurs, on est parti sur les bases souvent sur une année de 2-3 sessions de validation. Là aussi, pour information, comme j'ai dit que tout à l'heure, il y avait un travail qui était fait entre Pôle emploi et la région par rapport à la situation administrative et statutaire des personnes qui sont en interruption de parcours. Actuellement, nous sommes en travail, région et rectorat, pour les diplômes de l'éducation nationale, pour faire en sorte et travailler sur le maintien, au moins le maintien, par exemple pour Poitou-Charentes, des différentes sessions de validation qui pouvaient exister, et le développement pour la partie Aquitaine et Limousin de cette pratique, pour que, là aussi, des personnes qui vont préparer, par exemple, un CAP, eh bien, on sache que dans l'année, il peut y avoir 2, voire 3 sessions de validation, ce qui permet effectivement des parcours individualisés, et ce qui permet aussi des entrées régulières. Alors, les référents dans le management de l'HSP, il y a des référents qui vont avoir un rôle très important, c'est les référents handicap, social et emploi, par rapport à l'accompagnement renforcé qui a été évoqué. Dans le management également, on va demander aux opérateurs de recueillir et d'évaluer les résultats de leur activité. Alors, c'est important pour la région, puisque la région elle doit savoir aussi comment le dispositif HSP fonctionne, quels résultats il donne. C'est important pour elle, mais c'est aussi important pour ses partenaires. Alors, bien sûr pour l'État, puisque la région doit rendre compte par rapport à cette habilitation, puisque ce sont des crédits régions, mais aussi des crédits pactes, puisque l'HSP s'inscrit visant les publics les plus en difficulté, les plus éloignés de l'emploi de la qualification, s'inscrit dans le plan d'investissement dans les compétences. Mais c'est important aussi pour la région de donner des éléments d'information aussi pour les partenaires prescripteurs, autres, pour dire voilà comment fonctionne la HSP, voilà ce que ça donne. Alors, au niveau du management de l'HSP, il peut y avoir aussi des contrôles de la région. Là, ça ne sera pas que le pilotage et le suivi de l'HSP, dont on va parler pour terminer, mais tout simplement parce que, comme tout financeur public, la région se réserve le droit d'aller voir concrètement comment ça se passe et puis de vérifier des aspects aussi bien organisationnels, pédagogiques que financiers, administratifs. Alors, il y a des outils de suivi par rapport justement à toutes les données qui permettent aussi d'évaluer et de voir comment se déroule la HSP et voir comment tout cela se passe. C'est un applicatif qui s'appelle l'applicatif EOS, qui est un outil de programmation qui permet aussi de consolider des éléments statistiques qui sera présenté par ailleurs. Et également, dans les outils de suivi, on va demander aussi des indicateurs de suivi aux opérateurs. Alors, des indicateurs classiques sur le profil des usagers, parce que c'est important pour nous, même si nous visons un public cible, de voir effectivement quel est le profil précis de ces usagers. Des indicateurs qui nous permettent de savoir comment se déroule le parcours de l'usager, quelle est la part de formation en centre, d'accompagnement, d'hébergement en restauration, etc. Et également de connaître la situation des usagers après le parcours. Alors, même après le parcours, c'est-à-dire le taux de réussite, quel est le taux de réussite aux certifications, et bien évidemment également aussi quel est le taux d'accès ou de retour à l'emploi, combien de personnes en lien ou pas avec la certification. On préférerait en lien avec la certification, bien entendu. Et également l'intensité du travail, le type de contrat, puisqu'on a parlé d'emploi durable et de pérennité, et également quel est le délai après le parcours qui a été pris pour que la personne accède à l'emploi. Donc tous les indicateurs classiques que l'on souhaite avoir
pour juger de l'efficacité, de la pertinence des actions qui ont été menées dans le cadre de l'HSP. Alors, comme tout dispositif aussi, bah, il doit être piloté, on va dire, mais globalement, je ne parle pas du pilotage, du management par les opérateurs au sein donc, de leur centre et des différentes filières de certification qu'ils mettent en place, mais globalement, en lien avec la région et d'autres opérateurs comme les prescripteurs, par exemple. Donc, chaque année, il y aura un travail qui sera fait de programmation des certifications qui seront mises en place. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que même si nous avons un panel très très large de certifications qui ont été proposées, la vie des formations et des certifications, ben, elle continue, elle évolue d'une année à l'autre. Et il faut que l'on puisse se dire, peut-être que d'une année à l'autre, ben, il y a certaines certifications qu'il ne faudra peut-être pas forcément, certaines filières qui n'est peut-être pas forcément pertinent de continuer à mettre en place, puisque j'ai oublié de préciser que la habilitation de service public est sur 3 ans, 2020, 21, 22, et qu'elle peut être prolongée d'un an sur 2023. Donc entre 2020 et 2022, il peut y avoir des choses différentes. Donc la pertinence de certaines certifications est peut-être valable à un moment, mais peut-être moins. De la même façon, en jouant sur les effectifs, peut-être qu'il y a des certifications sur lesquelles on a visé des objectifs des effectifs moins importants. Peut-être qu'il faudra les revoir à la hausse et sur d'autres les revoir à la baisse. Et puis effectivement, on a aussi négocié avec des opérateurs. Il y a des certifications qui n'ont pas souhaité, ou que nous aussi, en lien avec eux, on n'a pas souhaité mettre en place en 2020, mais elles sont quand même prévues dans l'HSP. Peut-être qu'on pourra décider pour 2021 ou 2022 de les activer. Alors, a priori, ces programmations devraient se faire souvent se feront même nécessairement vers septembre, parce qu'il faut qu'on anticipe, c'est important pour les opérateurs, les prescripteurs, qu'on puisse déjà avoir une visibilité au moins à 3-4 mois sur ce qui va être mis en place. Et d'un autre côté, la région, de son côté, devra avoir tout un processus décisionnel pour valider ces programmations. Il y a un comité de pilotage départemental qui est prévu. Alors, ce comité de pilotage départemental, il est interfamille professionnelle. Ça veut dire qu'on retrouvera les 7 familles professionnelles et donc des opérateurs qui parfois peuvent être sur des domaines très différents. Donc l'idée de ces comités de pilotage départemental, c'est de dégager les grandes lignes forces sur ce qui a été réalisé et sur les axes de progrès qui pourraient être dégagés pour l'année suivante, et en dénominateur commun à tous les opérateurs et toutes les familles professionnelles. Ça veut dire qu'effectivement, ça serait des réglages ou décalages qui restent quand même à un niveau, si je puis m'exprimer ainsi, macro, des évolutions. On n'aura pas forcément dans le détail, ce n'est pas l'objet, ça sera plutôt ce qui va venir ensuite. Mais le comité de pilotage, il permettra effectivement de dégager parfois des choses qui ont pu être vues par les opérateurs ou par nous et qui vont concerner en termes de fonctionnement. Ça peut être aussi bien au niveau de l'organisation, de la sécurisation, des choses qui sont communes, encore une fois, à l'ensemble des opérateurs et des familles professionnelles. Alors, je précise aussi que pour bien échanger, on aura bien sûr la région et les opérateurs, mais aussi les prescripteurs et pourquoi pas tous les intervenants qui peuvent être intéressés à un titre ou à un autre par le déroulement de l'HSP. Il y a les bilans pédagogiques et administratifs. Alors là, on va se retrouver au niveau plutôt on va se retrouver au niveau d'une famille professionnelle sur un département, voire parfois d'un opérateur. Dans ce cas-là, effectivement, on va essayer de faire un point au niveau de la région, mais aussi avec les prescripteurs une fois par semestre, mais propre à telle ou telle famille. Ça sera, par exemple, la famille BTP dans la Gironde. Là, on rencontrera les opérateurs sur ce lot précis avec leurs problématiques propres. Et là, on fera effectivement un travail qui sera, comme j'utilisais le terme macro pour le comité de pilotage départemental, on va faire un travail micro au niveau des opérateurs.
Il y a aussi les comités d'usagers. Alors là, c'est quelque chose d'important, ça fait même partie d'une des obligations de service public qui est faite aux opérateurs, c'est de pouvoir rencontrer les usagers en direct pour échanger avec eux. Alors bien sûr, à un moment T, on ne fera pas 10 comités d'usagers dans l'année. Quand un sera organisé, ça sera avec les usagers qui sont présents, mais qui pourront, pourquoi pas, et même sûrement, reprendre des, comment dirais-je, des propositions, des remarques, alors, positives ou négatives, hein, pour des remarques qui ont été faites par certains de leurs collègues, mais qui sont partis de l'HSP parce que, bah, comme on l'a vu, hein, c'est un système de Noria. Il y a des personnes qui vont valider, qui partiront, d'autres qui les remplaceront, mais qui peuvent très bien être les relais de ces remarques qui ont été faites par les personnes qui sont déjà parties, puisqu'il y a quand même même si tous les usagers seront présents à un moment T, il y a aussi des délégués, hein, des stagiaires, hein, qui sont élus au sein des opérateurs de formation, qui peuvent relayer, encore une fois, ceux qui sont partis, qui ne peuvent pas, qui peuvent relayer les demandes de ceux qui sont partis et qui ne peuvent plus être présents. Alors, en quelque sorte, si on faisait une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est en quelque sorte une enquête de satisfaction grandeur nature. Mais cette fois, non pas dans un lien opérateur-usager, mais avec aussi la région, le financeur et les prescripteurs présents. Ça pourrait se rapprocher d'une démarche citoyenne que l'on peut rencontrer, où vous avez sur certaines communes, des communes d'une certaine taille, qui ont parfois effectivement des comités de citoyens de quartier pour faire remonter à une mairie, une commune ou une agglo les besoins, les attentes des citoyens sur tel ou tel quartier. On est vraiment dans une démarche citoyenne et une expression libre qui permet effectivement peut-être de voir certaines choses, d'échanger sur certaines choses qui ne se font pas forcément lorsqu'on fait un bilan de formation classique avec 12 personnes. Là, c'est tous les usagers par opérateur qui seront présents. Et bien évidemment, rien n'empêche d'avoir aussi des relations bilatérales région-opérateur, hein, comme toute action qui peut être financée. Rien n'empêche la région de demander aux opérateurs, à un moment T, en dehors de toutes ces instances prévues par l'appel public à proposition et très organisées, d'avoir des choses beaucoup plus informelles qui font qu'un agent de la région, plusieurs agents de la région, vont aller rencontrer les opérateurs sur place, faire un point aussi avec des usagers et puis voir concrètement aussi, à un moment T, en dehors de tout comité institutionnel, de voir à un moment T comment se déroulent les parcours et le fonctionnement de l'HSP. Donc voici la présentation qui a pu être faite des grands modes et principes de fonctionnement de l'HSP.